Chapitre 2. Ce que Lucy y trouva. « Bonsoir, dit Lucy. » Mais le faune était tellement occupé à ramasser ses paquets qu'il ne répondit pas tout de suite. Quand il eut fini, il lui adressa un petit salut. « Bonsoir, bonsoir, dit le faune. Excusez-moi, je ne veux pas être indiscret, mais aurais-je raison de penser que vous êtes une fille d'Ève? » « Je m'appelle Lucy, lui dit-elle, en ne comprenant pas très bien ses paroles. « Mais vous êtes, pardonnez-moi d'insister, vous êtes ce qu'on appelle une fille? »« Bien sûr, je suis une fille, répondit Lucy. »« Vous êtes, à dire vrai, un être humain. »« Bien sûr, je suis un être humain, dit Lucy, encore un peu interloquée. »« Certes, poursuivit le faune, comme je suis stupide. Mais je n'ai jamais vu un fils d'Adam ou une fille d'Ève auparavant. Je suis charmé, c'est-à-dire... » Et là, il se tut brusquement, comme s'il avait été sur le point de laisser échapper, malgré lui, une parole qu'il ne voulait pas prononcer, et que, heureusement, il s'en était souvenu juste à temps. « Charmé, reprit-il. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Tomnos. »« Je suis enchanté de faire votre connaissance, monsieur Tomnos, » s'exclama Lucy. « Puis-je vous demander, ô Lucy, fille d'Ève, dit monsieur Tomnos, comment vous êtes entrée à Narnia? »« Narnia? Qu'est-ce que c'est? »« C'est l'endroit où nous nous trouvons en ce moment, » expliqua le faune. « Le domaine de Narnia comprend toutes les terres qui s'étendent entre le réverbère et le grand château de Cair Paravel, situé sur la mer orientale. Et vous, est-ce par les farouches bois de l'Ouest que vous êtes venu? Moi? Je suis entré par l'armoire de la chambre d'amis, répondit Lucy. Ah, regretta M. Tomnos, avec une voix un peu mélancolique. Si seulement j'avais mieux étudié la géographie lorsque j'étais un petit faune. Je saurais tout sur ces pays étrangers. C'est trop tard maintenant. Mais il ne s'agit pas de pays, répliqua Lucy, en éclatant presque de rire. C'est juste derrière. Tout du moins, je pense. C'est l'été là-bas. Et pendant ce temps, soupira M. Tomnos, c'est l'hiver à Narnia, et cela depuis très longtemps. Et nous allons tous deux nous enrhumer si nous restons plantés là. À parler dans la neige. Fille d'Ève, du lointain pays de chambre d'amis, là où règne sur la brillante cité d'art, moire, un éternel été, accepteriez-vous de venir prendre le thé avec moi? Merci beaucoup, monsieur Tomnos, dit Lucy, mais je me demande si je devrais pas rentrer. J'habite tout à côté, précisa le faune. Il y aura un bon feu crépitant, et des tartines grillées, et des sardines, et des gâteaux. Vous êtes vraiment très aimable, dit Lucy. Mais je ne pourrais pas rester longtemps. Si vous voulez prendre mon bras, fille d'Ève, suggéra M. Tomnos, je pourrais tenir ce parapluie au-dessus de nous deux. C'est par ici. En route. Et c'est ainsi que Lucy se retrouva cheminant entre les arbres, bras dessus, bras dessous, avec cette étrange créature, exactement comme si elle s'était connue depuis toujours. Ils n'avaient pas marché bien longtemps, lorsqu'ils atteignirent une partie du bois au terrain plus capricieux. Des rochers se dressaient tout autour d'eux, ainsi que des petites collines moutonnantes. Au fond d'un vallon, M. Tomnos bifurqua soudain, comme s'il voulait entrer droit dans un rocher beaucoup plus grand que les autres. À la dernière minute seulement, Lucy se rendit compte que le faune la guidait vers l'entrée d'une caverne. À peine à l'intérieur, elle se retrouva clignant des yeux à la lumière d'un feu de bois. M. Tomnos se pencha alors et retira de l'âtre, à l'aide d'une jolie petite paire de pinces, un morceau de bois enflammé, avec lequel il alluma une lampe. « Maintenant, cela ne prendra pas longtemps, » annonça-t-il, et il mit immédiatement de l'eau à chauffer. Lucy se dit qu'elle n'avait jamais vu une pièce aussi agréable. C'était une petite caverne, bien sèche et bien propre, en pierre rougeâtre, avec un tapis sur le sol et deux petites chaises,
L'une pour moi, l'autre pour un ami, indiqua M. Tomnos. Et une table, et un buffet, et une cheminée, et suspendu au-dessus de la cheminée, le portrait d'un vieux faune avec une barbe grise. Dans un coin, il y avait une porte qui, d'après Lucy, devait conduire à la chambre de M. Tomnos. Contre l'un des murs s'appuyait une étagère chargée de livres. Lucy les examina. Pendant que le faune disposait le couvert pour le thé, il y avait des titres tels que « La vie et les lettres de Silène » ou bien « Les nymphes et leurs manières » ou encore « Hommes, moines et gardes-chasse, une étude des légendes populaires » ou enfin « L'homme est-il un mythe » ? « C'est prêt, fille d'Ève !» s'exclama le faune. Quelle merveille, ce goûter! Il y avait pour chacun d'eux un délicieux œuf brun, parfaitement cuit à la coque, puis des sardines sur du pain grillé, puis des tartines beurrées, puis des toasts avec du miel, puis un gâteau nappé de sucre glacé. Et quand Lucy eut assez mangé, le faune se mit à parler. Il connaissait des histoires merveilleuses sur la vie dans la forêt. Il raconta les danses de minuit, lorsque les nymphes qui habitent les sources et les dryades qui vivent dans les arbres sortent de leur cachette pour danser avec les faunes. Il raconta les longues chasses à la cour, à la poursuite d'un cerf blanc comme le lait qui peut exaucer vos souhaits si vous l'attrapez. Il raconta les festins et les chasses au trésor en compagnie de farouches nains rouges au cœur des mines et des cavernes profondément enfouies dans le sous-sol de la forêt. Il raconta l'été, lorsque les bois reverdissent et que le vieux Silène, sur son âne ventru, vient leur rendre visite. Et parfois, c'est Bacchus lui-même qui se dérange, et alors les eaux des rivières se transforment en vin. Et la forêt tout entière s'abandonne aux réjouissances pendant des semaines. Évidemment maintenant, c'est toujours l'hiver, ajouta-t-il tristement. Alors, pour se ragaillardir, il sortit de son étui, posé sur le buffet, une étrange petite flûte, qui avait l'air d'être faite en paille, et il se mit à en jouer. Et la mélodie qu'il improvisa donna à Lucy envie de pleurer, et de rire, et de danser, et de dormir. Tout cela en même temps. Il s'était sûrement écoulé plusieurs heures, lorsque soudain, elle sortit de sa torpeur et déclara « Oh, Monsieur Tomnos, je suis désolée de vous interrompre, et j'adore cette mélodie, mais vraiment, je dois rentrer à la maison. J'avais l'intention de ne rester que quelques minutes. » « Oh, ce n'est pas bien maintenant, vous savez, » dit le faune, qui posa sa flûte et regarda Lucy en hochant la tête, très tristement. « Pas bien ?» qui sauta sur ses pieds et se sentit plutôt effrayé. « Que voulez-vous dire ?»« Je dois rentrer immédiatement à la maison. Les autres vont se demander ce qui m'est arrivé. » Mais l'instant suivant, elle s'exclama. « Monsieur Tomnos, qu'avez-vous » Car les yeux bruns du faune s'étaient remplis de larmes, et ces larmes commencèrent à couler le long de ses joues, et bientôt elles glissèrent, goutte à goutte, du bout de son nez, et finalement le faune se couvrit le visage avec ses mains, et se mit à pousser des hurlements. « Monsieur Tomnos, s'écria Lucy complètement bouleversée. « Ne pleurez pas, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous sentez pas bien? Cher Monsieur Tomnos, dites-moi ce qui ne va pas. » Mais le faune continua à sangloter comme si son cœur allait se briser. Et même lorsque Lucy s'approcha de lui, l'entoura de ses bras et lui prêta son mouchoir, il ne s'arrêta pas de pleurer. Il prit simplement le mouchoir et s'en servit copieusement, l'essorant avec ses deux mains chaque fois qu'il était trop humide pour être utilisé. Si bien que Lucy se trouva bientôt au milieu d'une flaque. Elle secoua le faune et hurla à son oreille. « Monsieur Tomnos, je vous en prie, arrêtez-vous!
Arrêtez-vous tout de suite! Vous devriez avoir honte! Un grand faune comme vous! Pourquoi diable pleurez-vous ainsi? Oh, oh, sanglota M. Tumnus. Je pleure parce que je suis un faune tellement méchant. Je ne trouve pas du tout que vous soyez un méchant faune, rétorqua Lucy. Je trouve que vous êtes un très gentil faune. Vous êtes le faune le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Oh, vous ne diriez pas cela si vous saviez, répliqua M. Tumnus entre deux sanglots. Non, je suis un méchant faune. Je pense pas qu'il y ait un faune pire que moi depuis le commencement du monde. Mais qu'avez-vous fait? Demanda Lucy. Tenez, mon vieux père, poursuivit-il. Vous voyez, c'est son portrait, au-dessus de la cheminée. Eh bien, il n'aurait jamais fait une chose comme ça. Une chose comme quoi? Dit Lucy. Comme celle que j'ai faite, dit le faune. Entrer au service de la sorcière blanche. Où est-ce que je suis? À la solde de la sorcière blanche. La sorcière blanche? Qui est-ce? Bien, c'est elle qui tient tout Narnia sous sa domination. C'est elle qui fait que c'est toujours l'hiver et jamais Noël. Vous imaginez? Comme c'est affreux, compatit Lucy. Mais pour quel travail vous paie-t-elle? C'est justement ça le plus horrible de tout, dit M. Tumnus avec un grognement douloureux et désespéré. Je suis pour elle voleur d'enfants. Oui, voilà ce que je suis. Regardez-moi, fille d'Ève. Me croiriez-vous capable, si je rencontrais dans le bois un pauvre enfant innocent, un enfant qui ne m'aurait jamais fait le moindre mal, me croiriez-vous capable de faire semblant d'être ami avec lui, de l'inviter chez moi, dans ma caverne, dans le seul but de le bercer et de l'endormir, pour le livrer ensuite à la sorcière blanche? Non, déclara Lucy. Je suis certaine que vous ne feriez jamais une pareille chose. Mais je l'ai faite, avoua le faune. Soit, admit Lucy, en parlant assez lentement, car elle voulait, dans sa réponse, être sincère, sans pour autant être trop sévère envers le faune. Soit, c'est très mal. Mais vous le regrettez tellement que je suis certaine que vous ne recommencerez jamais. Fille d'Ève, vous ne comprenez donc pas, s'impatienta le faune. Il ne s'agit pas d'une chose que j'ai faite dans le passé, mais que je suis en train de faire, juste en ce moment. Que voulez-vous dire? Cria Lucy en devenant toute blanche. Vous êtes l'enfant, expliqua M. Tumnus. J'ai reçu des ordres de la sorcière blanche. Si jamais je vois un fils d'Adam ou une fille d'Ève dans le bois, je dois l'attraper et lui livrer. Et vous êtes le premier enfant que je rencontre de ma vie. J'ai fait semblant d'être votre ami et je vous ai invité à prendre le thé. Pendant ce temps, j'ai eu l'intention d'attendre que vous soyez endormi pour aller le lui dire. Oh, mais vous ne le ferez pas, M. Tumnus, dit Lucy. Vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? Vraiment, je vous assure, vous ne devez pas le faire. Si je ne le fais pas, dit-il en recommençant à pleurer, elle le découvrira certainement. Elle me fera couper la queue, et scier les cornes, et arracher la barbe. Et puis elle agitera sa baguette autour de mes bons sabots fourchus et les échangera en d'horribles sabots massifs, comme ceux d'un misérable cheval. Et si elle est vraiment très, très en colère, elle me transformera en pierre. Et je ne serai plus qu'une statue de faune dans son horrible demeure jusqu'à ce que les 4 trônes de Carparavel soient occupés. Et Dieu seul sait quand cela arrivera. Et peut-être même ça n'arrivera-t-il jamais. Je suis vraiment désolée, M. Tumnus, dit Lucy. Mais s'il vous plaît, laissez-moi entrer à la maison. Bien sûr, dit le faune. Bien sûr, je le dois. Je le comprends maintenant. Je ne savais pas à quoi ressemblaient les êtres humains avant de vous rencontrer. Bien sûr, je ne peux pas vous livrer à la sorcière, pas maintenant que je vous connais. Mais nous devons partir tout de suite. Je vous raccompagnerai jusqu'au réverbère. Je suppose que de là, vous pourrez retrouver votre chemin vers chambre d'amis et armoire. Oui, j'en suis certaine, dit Lucy. Nous devons marcher aussi silencieusement que possible, avertit M. Tumnus. Le bois tout entier est peuplé de ces espions. Il y a même certains arbres de son côté. Tous deux se levèrent et laissèrent le couvert du thé sur la table.
M. Tomnos rouvrit son parapluie, offrit son bras à Lucy, et ils sortirent dans la neige. Le voyage de retour ne ressembla pas du tout au voyage d'aller. Ils marchaient furtivement, aussi vite qu'ils le pouvaient, sans dire un seul mot, et M. Tomnos choisissait les endroits les plus sombres. Lucy fut très soulagée lorsqu'ils atteignirent le réverbère. « À partir d'ici, connaissez-vous votre chemin, fille d'Ève ?» demanda-t-il. Lucy regarda très attentivement entre les arbres et aperçut seulement une lueur lointaine qui ressemblait à la lumière du jour. « Oui, dit-elle, je distingue la porte de l'armoire. Alors rentrez chez vous aussi vite que possible, conseilla Alphonse. Et pourrez-vous un jour me pardonner de ce que j'ai eu l'intention de vous faire? Bien sûr que oui, dit Lucy en lui serrant chaleureusement la main. Et j'espère de tout mon cœur que vous n'aurez pas de terribles ennuis à cause de moi. Adieu, fille d'Ève, dit-il. Peut-être puis-je garder votre mouchoir? Naturellement, dit Lucy. Puis elle s'élança en direction de la lointaine tache de lumière du jour, aussi vite que le lui permirent ses jambes. Et tout à coup, à la place des branches rugueuses qui l'effleuraient au passage, elle sentit les manteaux. Et au lieu de la neige, crissant sous ses pieds, elle sentit le plancher de bois. Et soudain, elle se retrouva sautant hors de l'armoire dans la pièce vide, à partir de laquelle toute l'aventure avait commencé. Elle ferma soigneusement la porte de l'armoire et regarda autour d'elle, en reprenant son souffle. Il pleuvait toujours, et elle entendit les voix des autres dans le corridor. « Je suis ici !» cria-t-elle. « Je suis ici! Je suis revenue, et je vais bien. »